Voici la version en français du texte de Yuval Noah Harari, dont j'ai lu la version originale, qui a apparu dans le Financial Times le 19 mars. J'ai pas trouvé de version française jusqu'à présent, donc j'ai fait une traduction assez littérale. Ce matin, je crois que le journal suisse Le Temps a fait paraître un article avec une traduction française. Cependant, je vais lire ma traduction pour des raisons de droit. Donc c'est pas parfait, mais l'important c'est les idées. Donc je me lance. Le monde après le coronavirus. Cet orage passera. Mais les choix que nous faisons maintenant pourraient changer nos vies pour les années à venir. L'humanité est aujourd'hui confrontée à une crise mondiale. Peut-être la plus grande crise de notre génération. Les décisions que les citoyens et les gouvernements prendront au cours des prochaines semaines façonneront probablement le monde pour les années à venir. Ils façonneront non seulement nos systèmes de santé, mais aussi notre économie, notre politique et notre culture. Nous devons agir rapidement et de manière décisive. Nous devons également prendre en compte les conséquences à long terme de nos actions. Lorsque nous choisissons entre des alternatives, nous devons nous demander non seulement comment surmonter la menace immédiate, mais aussi quel genre de monde nous habiterons une fois l'orage passé. Oui, l'orage passera. L'humanité survivra. La plupart d'entre nous seront toujours en vie, mais nous habiterons un monde différent. De nombreuses mesures d'urgence à court terme deviendront un élément essentiel de la vie. Telle est la nature des urgences. Ils accélèrent les processus historiques. Les décisions qui, en temps normal, pourraient prendre des années de délibération, sont prises en quelques heures. Des technologies immatures et même dangereuses sont mises en service, car les risques, si l'on ne fait rien, sont plus importants. Des pays entiers servent de cobayes dans des expériences sociales à grande échelle. Que se passe-t-il lorsque tout le monde travaille à domicile et ne communique qu'à distance? Que se passe-t-il lorsque des écoles et des universités entières fonctionnent en ligne? En temps normal, les gouvernements, les grandes entreprises et les commissions scolaires n'accepteraient jamais de mener de telles expériences. Mais ce ne sont pas des temps normaux. En cette période de crise, nous sommes confrontés à deux choix particulièrement importants. Le premier, c'est celui entre la surveillance totalitaire et la responsabilisation des citoyens. Le deuxième, entre l'isolement nationaliste et la solidarité mondiale. Surveillance sous la peau. Afin de stopper l'épidémie, des populations entières doivent se conformer à certaines directives. Il existe deux principaux moyens de parvenir à ce but. Une méthode consiste pour le gouvernement à surveiller les gens et à punir ceux qui enfreignent les règles. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la technologie permet de surveiller tout le monde en permanence. Il y a 50 ans, le KGB ne pouvait pas suivre 240 millions de citoyens soviétiques 24 heures sur 24, et le KGB ne pouvait pas non plus espérer traiter efficacement toutes les informations recueillies. Le KGB comptait sur des agents humains, des analystes, et il ne pouvait tout simplement pas placer un humain pour suivre chaque citoyen. Mais maintenant, les gouvernements peuvent compter sur des capteurs omniprésents et des algorithmes puissants, au lieu de fantômes de chair et de sang. Dans leur combat contre l'épidémie de coronavirus, plusieurs gouvernements ont déjà déployé les nouveaux outils de surveillance. Le cas le plus notable est la Chine. En surveillant de près les smartphones des gens, en utilisant des centaines de millions de caméras de reconnaissance faciale et en obligeant les gens à vérifier et à signaler leur température corporelle et leur état de santé, les autorités chinoises peuvent non seulement identifier rapidement les porteurs suspectés de coronavirus, mais également suivre leurs mouvements et identifier toute personne avec laquelle ils sont entrés en contact. Une gamme d'applications mobiles avertit les citoyens de leur proximité avec les patients infectés. Ce type de technologie n'est pas limité à l'Asie de l'Est. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a récemment autorisé l'agence de sécurité israélienne à déployer la technologie de surveillance normalement réservée à combattre le terrorisme pour traquer les patients atteints de coronavirus. Lorsque la sous-commission parlementaire compétente a refusé d'autoriser la mesure, Netanyahou l'a fait passer en force, comme un décret d'urgence. Vous pourriez dire qu'il n'y a rien de nouveau à cela.
Ces dernières années, les gouvernements et les entreprises ont utilisé des technologies de plus en plus sophistiquées pour suivre, surveiller et manipuler les gens. Pourtant, si nous n'y prenons pas garde, l'épidémie pourrait néanmoins marquer un tournant important dans l'histoire de la surveillance. Non seulement parce qu'elle pourrait normaliser le déploiement d'outils de surveillance de masse dans les pays qui les ont jusqu'à présent rejetés, mais encore plus parce qu'elle signifie une transition spectaculaire de la surveillance par-dessus la peau à la surveillance sous la peau, autrement dit, d'une surveillance externe à une surveillance interne. Jusqu'à présent, lorsque votre doigt touchait l'écran de votre smartphone et cliquait sur un lien, le gouvernement voulait savoir exactement sur quoi votre doigt cliquait. Mais avec le coronavirus, le centre d'intérêt se déplace. Maintenant, le gouvernement veut connaître la température de votre doigt et la tension artérielle sous votre peau. Le pudding de l'urgence. L'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés lorsque nous devons choisir une position à adopter face à la surveillance est que personne ne sait exactement comment il est surveillé, ni ce que les années à venir nous réservent. La technologie de surveillance se développe à une vitesse vertigineuse, et ce qui semblait il y a 10 ans de la science-fiction est aujourd'hui obsolescente. Comme expérience mentale, considérons un gouvernement hypothétique qui exige que chaque citoyen porte un bracelet biométrique qui surveille la température corporelle et le rythme cardiaque 24 heures par jour. Les données résultantes sont stockées et analysées par des algorithmes gouvernementaux. Les algorithmes sauront que vous êtes malade, avant même que vous ne le sachiez. Et ils sauront également où vous avez été et qui vous avez rencontré. Les chaînes d'infection pourraient être considérablement raccourcies et même coupées. Un tel système pourrait sans doute arrêter l'épidémie dans son élan en quelques jours. Ça semble merveilleux, n'est-ce pas? L'inconvénient est bien sûr que cela donnerait une légitimité à un nouveau système de surveillance terrifiant. Si vous savez par exemple que j'ai cliqué sur un lien Fox News plutôt que sur un lien CNN, cela peut vous apprendre quelque chose sur mes opinions politiques, et peut-être même sur ma personnalité. Mais si vous pouvez surveiller ce qui se passe avec ma température corporelle, ma tension artérielle et ma fréquence cardiaque pendant que je regarde le clip vidéo, vous pouvez apprendre ce qui me fait rire, ce qui me fait pleurer et ce qui me met vraiment, vraiment en colère. Il est crucial de se rappeler que la colère, la joie, l'ennui et l'amour sont des phénomènes biologiques, tout comme la fièvre et la toux. La même technologie qui identifie la toux pourrait également identifier les rires. Si les grandes entreprises et les gouvernements commencent à collecter nos données biométriques en masse, ils peuvent apprendre à nous connaître beaucoup mieux que nous-mêmes. Et ils peuvent alors non seulement prédire nos sentiments, mais aussi manipuler nos sentiments et nous vendre tout ce qu'ils veulent, que ce soit un produit ou un politicien. La surveillance biométrique ferait ressembler les tactiques de piratage de données de Cambridge Analytica à l'âge de pierre. Imaginez la Corée du Nord en 2030, où chaque citoyen doit porter un bracelet biométrique 24 heures sur 24. Si vous écoutez un discours du grand chef et que le bracelet capte les signes révélateurs de la colère, vous êtes dévoilé. Vous pouvez bien sûr plaider en faveur de la surveillance biométrique en tant que mesure temporaire prise pendant un état d'urgence. Il disparaîtrait une fois l'urgence terminée. Mais les mesures temporaires ont la mauvaise habitude de survivre aux urgences, d'autant plus qu'il y a toujours une nouvelle urgence qui se profile à l'horizon. Mon pays d'origine, Israël par exemple, a déclaré l'état d'urgence lors de sa guerre d'indépendance de 1948, ce qui a justifié une série de mesures temporaires allant de la censure de la presse et de la confiscation des terres à des réglementations spéciales pour la fabrication du pudding. Je ne blague pas. La guerre d'indépendance est gagnée depuis longtemps, mais Israël n'a jamais déclaré l'urgence terminée et n'a pas réussi à abolir bon nombre des mesures temporaires de 1948. Heureusement, le décret d'urgence sur le pudding a été aboli en 2011. Même lorsque les infections par coronavirus seront retombées à zéro, certains gouvernements avides de données pourraient affirmer qu'ils doivent maintenir les systèmes de surveillance biométrique en place parce qu'ils craignent une deuxième vague de coronavirus, ou parce qu'une nouvelle souche Ebola évolue en Afrique centrale, ou parce que... Vous avez compris l'idée. Une grande bataille fait rage ces dernières années au sujet de notre vie privée. La crise du coronavirus pourrait être le point de bascule de cette bataille. Car lorsque les gens ont le choix entre l'intimité et la santé,
Ils choisissent généralement la santé. La police du savon. Demander aux gens de choisir entre leur vie privée et leur santé est en fait la racine même du problème, parce que c'est un faux choix. Nous pouvons et devons jouir de notre vie privée et de notre santé. Nous pouvons choisir de protéger notre santé et d'arrêter l'épidémie de coronavirus, non pas en instituant des régimes de surveillance totalitaires, mais plutôt en responsabilisant les citoyens. Ces dernières semaines, certains des efforts les plus réussis pour contenir l'épidémie de coronavirus ont été orchestrés par la Corée du Sud, Taïwan et Singapour. Bien que ces pays aient fait un certain usage des applications de suivi, ils ont beaucoup plus compté sur le dépistage à grande échelle, sur des signalements honnêtes et sur la coopération volontaire d'un public bien informé. La surveillance centralisée et les sanctions sévères ne sont pas le seul moyen de faire suivre des directives aux gens quand elles leur sont bénéfiques. Lorsque les gens sont informés des faits scientifiques et que les gens font confiance aux autorités publiques pour leur transmettre ces faits, les citoyens peuvent agir en conséquence et prendre là ou les bonnes décisions, même sans que Big Brother surveille chacun de leurs faits et gestes. Une population motivée et bien informée est généralement beaucoup plus puissante et efficace qu'une population contrôlée et ignorante. Pensez par exemple au fait de se laver les mains avec du savon. Il s'agit de l'une des plus grandes avancées jamais réalisées en matière d'hygiène. Cette simple action sauve des millions de vies chaque année. Alors que nous tenons cela pour acquis, ce n'est qu'au XIXe siècle que les scientifiques ont découvert l'importance de se laver les mains avec du savon. Auparavant, même les médecins et les infirmières passaient d'une opération chirurgicale à l'autre sans se laver les mains. Aujourd'hui, des milliards de personnes se lavent quotidiennement les mains, non parce qu'elles ont peur de la police du savon, mais plutôt parce qu'elles comprennent les faits. Je me lave les mains avec du savon car j'ai entendu parler des virus et des bactéries. Je comprends que ces minuscules organismes causent des maladies et je sais que le savon peut les éliminer. Mais pour atteindre un tel niveau de respect et de coopération, vous avez besoin de confiance. Les gens doivent faire confiance à la science, aux autorités publiques et aux médias. Au cours des dernières années, des politiciens irresponsables ont délibérément sapé la confiance en la science, les pouvoirs publics et les médias. Maintenant, ces mêmes politiciens irresponsables pourraient être tentés de prendre la grande route de l'autoritarisme, en faisant valoir que vous ne pouvez tout simplement pas faire confiance au public pour faire ce qu'il faut. Normalement, la confiance qui s'est érodée depuis des années ne peut pas être reconstruite du jour au lendemain. Mais ce ne sont pas des temps normaux. En période de crise, les esprits, eux aussi, peuvent changer rapidement. Vous pouvez avoir des disputes amères avec vos frères et sœurs pendant des années, mais quand une urgence survient, vous découvrez soudain un réservoir caché de confiance et d'amitié, et vous vous précipitez pour vous entraider. Au lieu de mettre en place un régime de surveillance, il n'est pas trop tard pour établir la confiance des citoyens dans la science, les pouvoirs publics et les médias. Nous devons aussi certainement utiliser les nouvelles technologies, mais ces technologies doivent responsabiliser les citoyens. Je suis tout à fait favorable à la surveillance de ma température corporelle et de ma tension artérielle, mais ces données ne devraient pas être utilisées pour créer un gouvernement tout-puissant. Ces données devraient plutôt me permettre de faire des choix personnels plus éclairés et aussi de tenir le gouvernement responsable de ses décisions. Si je pouvais suivre mon état de santé 24 heures sur 24, j'apprendrais non seulement si je suis devenu un danger pour la santé des autres, mais aussi quelles habitudes contribuent à ma santé. Et si je pouvais accéder et analyser des statistiques fiables sur la propagation du coronavirus, je serais en mesure de juger si le gouvernement me dit la vérité et s'il adopte les bonnes politiques pour lutter contre l'épidémie. Chaque fois que les gens parlent de surveillance, n'oubliez pas que la même technologie de surveillance peut généralement être utilisée non seulement par les gouvernements pour surveiller les individus, mais aussi par les individus pour surveiller les gouvernements. L'épidémie de coronavirus est donc un test majeur de citoyenneté. Dans les jours à venir, chacun de nous devrait choisir de faire confiance aux données scientifiques et aux experts de la santé, plutôt qu'aux théories du complot infondées et aux politiciens égoïstes. Si nous ne faisons pas le bon choix, nous pourrions nous retrouver à renoncer à nos libertés les plus précieuses, pensant que c'est la seule façon de protéger notre santé. Nous avons besoin d'un plan global. Le deuxième choix important auquel nous sommes confrontés est entre l'isolement nationaliste et la solidarité mondiale. L'épidémie elle-même
et la crise économique qui en résulte sont des problèmes mondiaux. Ils ne peuvent être résolus efficacement que par une coopération mondiale. Tout d'abord, pour vaincre le virus, nous devons partager des informations à l'échelle mondiale. C'est le gros avantage des humains sur les virus. Un coronavirus en Chine et un coronavirus aux États-Unis ne peuvent pas échanger des conseils sur la façon d'infecter les humains. Mais la Chine peut enseigner aux États-Unis de nombreuses leçons précieuses sur le coronavirus et comment y faire face. Ce qu'un médecin italien découvre à Milan tôt le matin pourrait bien sauver des vies à Téhéran le soir. Lorsque le gouvernement britannique hésite entre plusieurs politiques, il peut demander conseil aux Coréens qui ont déjà fait face à un dilemme similaire il y a un mois. Mais pour que cela se produise, nous avons besoin d'un esprit de coopération et de confiance mondiale. Dans les jours à venir, chacun de nous devrait choisir de faire confiance aux données scientifiques et aux experts de la santé, plutôt qu'aux théories de complot infondées et aux politiciens égoïstes. Les pays devraient être disposés à partager ouvertement et humblement des informations et demander conseil, et devraient pouvoir faire face aux données. Les pays devraient être disposés à partager ouvertement et humblement des informations et demander conseil, et devraient pouvoir faire confiance aux données et aux informations qu'ils reçoivent. Nous avons également besoin d'un effort mondial pour produire et distribuer du matériel médical, notamment des kits de tests et des appareils respiratoires. Plutôt que chaque pays essaye de produire localement et de stocker tout l'équipement qu'il peut récupérer, un effort mondial coordonné pourrait accélérer considérablement la production et s'assurer que le matériel de sauvetage est distribué plus équitablement. Tout comme les pays nationalisent des industries clés pendant une guerre, la guerre humaine contre le coronavirus peut nous obliger à humaniser les chaînes de production cruciales. Un pays riche, avec peu de cas de coronavirus, devrait être disposé à envoyer du matériel précieux à un pays plus pauvre, avec de nombreux cas, en espérant que si et quand il aura besoin d'aide par la suite, d'autres pays viendront à son aide. Nous pourrions envisager un effort mondial similaire pour regrouper le personnel médical. Les pays actuellement moins touchés pourraient envoyer du personnel médical dans les régions les plus touchées du monde, à la fois pour les aider dans leurs heures de besoin et pour acquérir une expérience précieuse. Si plus tard les centres épidémiques changent, l'aide pourrait commencer à circuler dans la direction opposée. La coopération mondiale est également vitale sur le plan économique. Étant donné la nature mondiale de l'économie et des chaînes d'approvisionnement, si chaque gouvernement prend des décisions au mépris des autres, le résultat sera le chaos et une crise encore plus grave. Nous avons besoin d'un plan d'action mondial et nous en avons besoin rapidement. Une autre exigence est de parvenir à un accord mondial sur les déplacements. La suspension de tous les déplacements internationaux pendant des mois entraînera d'énormes difficultés et entravera la guerre contre le coronavirus. Les pays doivent coopérer afin de permettre à ne serait-ce que quelques voyageurs de continuer à se déplacer. Scientifiques, médecins, journalistes, politiciens, hommes d'affaires. Cela peut être fait en concluant un accord mondial sur la présélection des voyageurs par leur pays d'origine. Si vous savez que seuls des voyageurs soigneusement sélectionnés étaient autorisés à prendre l'avion, vous seriez plus disposé à les accepter dans votre pays. Malheureusement, à l'heure actuelle, les pays ne font pratiquement rien de tout cela. Une paralysie collective a saisi la communauté internationale. Il ne semble y avoir aucun adulte dans la pièce. On se serait attendu à voir, il y a déjà quelques semaines, une réunion d'urgence des dirigeants mondiaux pour élaborer un plan d'action commun. Les dirigeants du G7 n'ont réussi à organiser une vidéoconférence que cette semaine, donc la semaine dernière. Cela n'a abouti à aucun plan de ce type. Lorsque des crises mondiales précédentes, comme la crise financière de 2008 et l'épidémie d'Ebola de 2014, les États-Unis ont assumé le rôle de leader mondial. Mais l'administration américaine actuelle a abdiqué ce poste de leader. Elle a été très claire. Elle se soucie beaucoup plus de la grandeur de l'Amérique que de l'avenir de l'humanité. Cette administration a même abandonné ses alliés les plus proches. Quand elle a interdit tous les voyages en provenance de l'Union européenne, elle n'a pas pris la peine de donner à l'Union européenne un préavis, sans parler de consulter l'UE à propos de cette mesure drastique. Cette administration a scandalisé l'Allemagne en offrant prétendument 1 milliard de dollars à une société pharmaceutique allemande pour acheter des droits de monopole sur un nouveau vaccin Covid-19. Même si l'administration actuelle finit par changer de cap et propose un plan d'action mondial, peu de gens suivraient un leader qui ne prend jamais ses responsabilités, qui n'admet jamais ses erreurs
et qui prend systématiquement tout le mérite pour lui-même, tout en laissant le blâme aux autres. Si le vide laissé par les États-Unis n'est pas comblé par d'autres pays, non seulement il sera beaucoup plus difficile d'arrêter l'épidémie actuelle, mais son héritage continuera d'empoisonner les relations internationales pour les années à venir. Pourtant, chaque crise est aussi une opportunité. Nous devons espérer que l'épidémie actuelle aidera l'humanité à prendre conscience du danger aigu que représente la désunion mondiale. L'humanité doit faire un choix. Allons-nous emprunter le chemin de la désunion ou allons-nous adopter la voie de la solidarité mondiale? Si nous choisissons la désunion, cela prolongera non seulement la crise, mais entraînera probablement des catastrophes encore pires à l'avenir. Si nous choisissons la solidarité mondiale, ce sera une victoire, non seulement contre le coronavirus, mais aussi contre toutes les épidémies et crises futures qui pourraient assaillir l'humanité au XXIe siècle. Voici les mots de Yuval Noah Harari, 19 mars 2020.